Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct, c'est l'émission interactive de Ziana TV. Notre invité aujourd'hui, c'est un homme qui nous vient de Brazzaville. Il est en séjour actuellement ici à Paris. C'est Patrick Éric Mampouya, activiste, membre de l'IDC, FOCAD, CJ3M. Patrick Éric Mampouya, bonjour. Bonjour, M. Makosso. Tout le plaisir de vous avoir ici à Paris et de vous voir surtout en chair et en os, puisque nous sommes habitués en fait à vous entendre de Brazza. Alors déjà, une première question, Patrick Mampouya. Chaque fois qu'un opposant dit radical sort du Congo, c'est une grosse interrogation pour nous ici. Comment avez-vous fait pour sortir? Avez-vous bénéficié des faveurs du pouvoir pour sortir de Maya Maya? Alors, déjà, votre question est mal formulée quand vous nous dénommez comme opposition radicale. Je vois que ça commence bien. Moi, enfin, c'est la terminologie officielle du côté de Brazzaville, puisqu'il y a l'opposition républicaine et l'opposition radicale. Vous n'êtes pas obligé de reprendre leur terminologie, parce que le mot radical est fait pour diaboliser certaines personnes. Donc nous ne sommes pas une opposition radicale, nous sommes tout simplement une opposition. Nous avons des solutions alternatives pour notre pays, que ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas admettre. Voilà pourquoi ils nous ont donné le qualificatif de radical. Donc vous considérez aussi comme étant des républicains, tels qu'on qualifie les autres partis d'opposition? Effectivement, nous sommes une opposition républicaine. D'ailleurs, ici en France, il y a plusieurs oppositions. Sur la même longueur de ligne que Tchatima Biala et Conscience. Non. Ils sont aussi qualifiés d'opposition. Il y a plusieurs factions, oui. M. Makosso. Allez-y. Il y a plusieurs opposants ici en France. Vous n'avez jamais entendu dire que Marine Le Pen c'est l'extrême droite. Radicale. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. C'est pas une opposition radicale. Mais en fait, quand vous dites radical, vous mettez quoi derrière le mot radical? Alors, au Congo, derrière le mot radical, c'est juste une insulte pour diaboliser les autres. Voilà, on nous traite des radicaux comme si nous avions des couteaux entre les dents, des flèches dans les mains. Nous ne sommes pas des radicaux, nous sommes une opposition normale et républicaine. Alors, maintenant, arrivons déjà à votre voyage. Comment avez-vous fait pour voyager? Mon voyage, il faut savoir que moi j'ai la nationalité française. J'ai vécu dans ce pays-là pendant 33 ans. Je suis à jour de mes impôts et de mes contraventions. Donc, j'ai la nationalité française. Oui. Donc, de Brazzaville, du fait que vous soyez français et, je dirais, activiste politique au Congo, ça ne pose pas de problème pour les autorités congolaises pour vous laisser sortir. En fait. Mais je ne vois pas pourquoi on m'empêcherait de sortir. Enfin, mais je vous pose juste la question, puisque en tant que Français au Congo, vous participez d'une manière assez active à la vie politique locale. Donc, oui. Les autorités congolaises auraient peut-être une raison je de vous dire, suis franco-congolais, oui. Et dans la constitution congolaise, même la nouvelle constitution, la double nationalité est reconnue. Donc je suis en même temps français et en même temps congolais. D'accord. Voilà. Donc je dois jouir de mes droits en tant que français et en tant que congolais. Je ne vois pas pourquoi m'empêcherait de sortir. Donc vous êtes sorti librement, comme tous les librement, j'ai pris mon billet. Par Maya Maya. Je suis allé à Maya Maya, j'ai pris un billet aller-retour. Et je suis venu à Brazzaville pour un bilan de santé, parce que vous savez que quand on vit à Brazzaville, on a plein de maladies. À Paris, puisque nous sommes à Paris. Plutôt à Paris, excusez-moi. Oui. Donc je suis venu à Paris pour un bilan de santé. Vous savez que là-bas, on est plein de maladies. Et donc on va me soigner avec ma sécurité sociale. Et après, je vais rentrer tranquillement chez moi. Il y a quelqu'un qui est venu aussi à Paris il y a quelques mois, M. Miarassa, aussi pour venir se faire soigner, mais finalement, ça fait l'objet d'une grosse polémique ici, puisque lui, n'étant pas français, il avait un passeport diplomatique, il a pu sortir librement, ce qu'on ne comprenait pas, alors qu'il est quand même parmi les personnalités aujourd'hui qui sont visées par le pouvoir. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas. Enfin, moi, je veux bien vous comprendre, mais vous avez vu cette polémique. Je vous dis, c'est de la mauvaise foi. De la part de qui? La part de qui? De ceux qui l'accusent, je ne sais pas de quoi on l'accuse. Monsieur le président Clément Massa, excusez-moi de l'appeler président, il est chef de parti, il a été ministre, et selon la loi congolaise, tous les anciens ministres ont le droit d'avoir un passeport diplomatique. Et de venir à Paris. Et de venir à Paris s'il le faut, oui. Mais écoutez, il est venu à Paris pour se faire soigner. Alors, lui, il a été un peu plus parvenant que moi. Depuis Brazzaville, il avait pris des rendez-vous avec ses médecins. Oui. Donc, il est venu directement, il a vu ses médecins qui l'ont pris tout de suite. Et il a pu repartir sans problème. Maintenant, si vous mettez des polémiques... Enfin, les polémiques, ce n'est pas nous qui les avons créées, puisque c'est aussi vos camarades de l'opposition qui ont suscité ces polémiques. Nos camarades de l'opposition? Enfin, notamment ceux de Paris, qui ont accusé M. Miarassa d'avoir bénéficié des faveurs du pouvoir pour venir se soigner. De quelles faveurs on parle? Je ne sais pas, à Paris, il y a quand même des gens intelligents, à moins que vous me disiez qu'à Paris, il y a plus de gens intelligents.
Vraiment, il y a quand même des gens intelligents. On ne peut pas accuser des gens sans preuve. Quelles sont les preuves qu'ils ont mis sur la table? Les gens lancent comme ça des anathèmes, des insultes aux uns et aux autres, et les gens prennent ça pour des vérités parce que c'est venu de Paris. Mais ramenez les preuves. On l'accusait d'avoir, j'ai un petit peu Internet là-bas à Brazzaville, depuis Brazzaville, j'avais cru entendre, j'ai suivi la polémique depuis Brazzaville. Oui. Il paraît qu'on lui aurait donné 14 millions. Alors, quand le président Mirassa est rentré, je lui ai dit, écoutez, président, donnez-moi ma part des 14 millions. Il a fait que rigoler. Il a fait que rigoler. Vraiment, si le président Mirassa avait besoin d'être corrompu, mais aujourd'hui, il construirait des maisons à étages à Brazzaville. Ce n'est pas le cas. Il habite toujours au même endroit, d'ailleurs, une maison qui est encerclée depuis, régulièrement. Sa femme vit difficilement. Ces encerclements-là étant possibles, voilà. Alors, quelqu'un qu'on corrompt, non, on lui réserve pas ce genre de traitement. Donc, ça, c'est vraiment de la polémique basse, ou alors que les gens ramènent des preuves. La polémique basse, Patrick-Éric Mompouya, nous allons avancer. Je rappelle donc, mesdames, messieurs, je reçois sur ce plateau 100% direct, deuxième saison, monsieur Patrick-Éric Mompouya, activiste politique et membre de l'IDC Forcade. Le principe de cette émission, c'est que vous intervenez, vous posez vos questions et notre invité ici vous répondra. Alors, Patrick-Éric Mompouya, on a déjà abordé la question de l'opposition. On se pose la question aujourd'hui, il y a combien d'oppositions au Congo finalement? Alors, moi-même, j'en ai dénombré au moins 5. Ah, c'est déjà, bon, c'est pas le chiffre parfait, mais ça nous donne déjà une idée. Voilà, j'en ai dénombré au moins 5. 5 factions de l'opposition. Factions ou familles? Factions. Oui. Factions de l'opposition qui ont des stratégies différentes. Il faut comprendre que ce soit ici en France ou bien au Congo, on se coalise sur la base des idées et des stratégies. Et selon les idées que les uns et les autres ont, oui, il n'y a rien aujourd'hui qui peut nous réunir. Donc, j'aime bien la phrase de Mme Nari. Mme Nari nous a dit, nous qui sommes de la fédération, maintenant, on va faire la politique avec les gens qui nous ressemblent. Et c'est ce que nous faisons. D'accord. Alors, les 5, vous voulez nous dire les 5 Alors, je peux vous dire, la première faction de l'opposition, c'est le premier parti, le parti constitutionnel, celui de Pascal Tatima Biala. Eux, ils se disent opposition constitutionnelle. On se demande bien de quel siège au Parlement. Moi, enfin, en tout cas, nous, on se demande bien de quelle constitution ils se réclament. Il faut savoir que cette faction de l'opposition était avec nous lors du dialogue de Diata. Nous combattions le changement de la constitution ensemble. Et M. Tatima Biala avait même fait des enregistrements que vous pouvez retrouver sur RFI, où il traitait M. Sassou de parjure, parce qu'il voulait changer la constitution. Et après, une fois que la Constitution a été quand même changée de force, il se réclame de cette Constitution qu'il combattait. Vous-même, peut-être aussi de manière implicite, puisque vous avez participé à l'élection présidentielle sur la base de cette Constitution. Ce n'est pas les mêmes raisons qui nous ont poussés à participer à l'élection présidentielle. Très bien. On passe à la deuxième je pourrais faction. revenir. Oui, mais on reviendra plus. Alors, ça, c'est la première faction de l'opposition. Oui. La deuxième faction de l'opposition, c'est de Yuki. C'est quand même bizarre. Cette opposition-là a voté, ou plutôt a élu Isidore Mvouba comme président de l'Assemblée nationale, alors qu'ils se disent de l'opposition, le candidat du PCT. Vous êtes sûr que les candidats, les 8 députés... On est sûr qu'il y avait 144 votants lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Les 144 votants ont élu M. Isidore Mvouba. Donc, dans le lot, vous avez bien les députés. Dans le lot, il y avait les députés de Yuki. Donc, eux aussi, nous, à la fédération, on se demande de quelle opposition ils se réclament. La troisième opposition, c'est la position de M. Mathias Nzan, qui, lui, ne reconnaît aucune institution issue de ce pouvoir-là depuis le changement de la Constitution. Donc, eux, ils sont en marge. Et la quatrième opposition... en marge, mais on les entend un peu plus. On les entend, mais bon... avec des conférences... on les entend aussi, mais on entend tout le monde. Mais, sauf que, bon, ils ne sont pas d'accord avec nous. Nous qui avions, selon eux, participé aux élections présidentielles. M. Mathias Nzan a décidé de tout boycotter. Il ne participe à rien. Il ne boycotte pas. Il ne boycotte pas parce que la dernière fois qu'on l'avait invité, je crois, à certaines discussions avec le pouvoir, il y va quand même. Il avait été reçu par le Premier ministre, M. Mwamba. Et nous, on n'y va pas.
On n'y va pas, on ne peut pas dire... Vous n'y allez pas parce que vous n'êtes pas convoqué ou bien parce que vous ne voulez pas... On est convoqué régulièrement parce qu'on ne reconnaît pas ce pouvoir-là qui est issu de la tricherie qui est là pour... qui se maintient par la force. M. Racel a quand même reconnu en ayant ce passeport et voilà, donc ça dépend après de quel côté on se place. Alors, avoir le passeport, c'est comme avoir droit à la vie. Je veux dire, c'est un droit qu'il a. Tout ancien président, ancien ministre, vous a le droit d'avoir son passeport. D'accord, on a bien compris. Si on lui retire son passeport, oui. C'est comme si on lui retirait sa vie, puisqu'il a le droit. On a bien commencé. Il y a donc la faction Tiati Mabiala, la faction Youpi, la faction Djan. Oui, puis il y a notre faction à nous, la Fédération de l'opposition congolaise, qui est composée du FROCAD, de l'IDC et de CG3M, c'est-à-dire la composante Jean-Marie Michel Mokoko. Oui. Et puis, ça c'est la 4e, la 5e, eux aussi, ils font partie de l'opposition. Enfin, c'est ce qu'ils disent. C'est la COPAR, qui est dirigée par notre ami Nick Fila. C'est une opposition, elle, qui est dans le gouvernement, oui. qui participe aux décisions du gouvernement. Et le gouvernement, ou plutôt le pouvoir en place, l'agite comme une opposition. Voilà. À peu près les 5 factions que je peux citer, de l'opposition au Congo. Alors, qu'est-ce qui constitue exactement cet ordre? Est-ce qu'on peut replacer chacun à n'importe quel endroit ou bien cet ordre correspond à la réalité ou encore à la force de chaque faction dans cette politique congolaise? Pour nous, sans parler de la force, on se bat en politique sur la base des idées. Pour nous, à la Fédération congolaise, donc nous posons des actes, nous disons certaines choses que les autres opposants ne peuvent pas dire. On ne peut pas définir une opposition sur la base de ses militants. Oui. Mais c'est d'abord les idées qui priment en politique. Et sur la base des idées qui est le changement du pouvoir qui nous maltraite, qui est injuste, nous pensons que la vraie opposition, c'est nous. C'est ce que nous pensons. Eux, les autres, ont leur stratégie et ils pensent ce qu'ils veulent, mais nous pensons qu'il n'y a que nous qui sommes cohérents. Voilà, par rapport au combat que nous menons. Donc ça signifie que vous ne reconnaissez pas aux autres, en fait, aujourd'hui, la légitimité de mener un combat qui soit aussi cohérent pour l'avenir des Congolais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Enfin, mais puisque vous réclamez une certaine cohérence, cela signifie que les autres ne l'ont pas. Sinon, vous serez ensemble, en fait. Si vous étiez cohérent ou si vous avez la même cohérence que vous. Alors, on serait ensemble si on avait une même lecture de la situation. En fait, c'est ça qui nous distingue. Mais comment vous n'arrivez pas? Nous n'arrivons pas à avoir la même lecture de la situation politique de notre pays et les moyens de parvenir... Alors, ce qui est surprenant, particulièrement Pouya, vous nous dites que vous n'arrivez pas à avoir la même lecture. Or, le constat aujourd'hui est quand même dressé par tout le monde. Vous prenez un enfant du CP1 du côté de Chimbamboka, il vous dira la même chose, que le pays est en faillite, que l'argent a été dilapidé, que la société est en train de s'effriter, qu'il n'y a rien, mais ça, vous le faites tous, le constat. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Posez la question à Tati Mabiala. Vous verrez que vous aurez une autre réponse. Et surtout la stratégie pour parvenir à... Enfin, avant qu'on arrive à la stratégie, mais d'abord la lecture. Même la lecture. Même la lecture. Alors, les autres ont participé aux élections législatives. Oui. Pour eux, ça veut dire... Enfin, je vais parler de Yuki et je vais parler de l'UPADS. Ça veut dire que pour eux, les institutions sont encore bien, malgré qu'ils décrivent eux-mêmes la gouvernance électorale qui n'est pas bonne. Ils sont quand même partis. Nous disons la gouvernance électorale n'est pas bonne, donc on ne peut pas y aller. Donc déjà voilà un constat, une lecture de la situation qui n'est pas la même. Yuki demande par exemple pour les prisonniers politiques que le président puisse les gracier. Pour gracier une personne, vous le savez, il faut d'abord qu'il soit condamné. Donc nous ne demandons pas qu'on puisse gracier le président. Et l'UPADSE, il demande que les prisonniers politiques soient jugés. Nous on dit mais sous la base de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs dossiers sont vides, il suffit de téléphoner. Leurs avocats ont des numéros de téléphone publics. Donc nous disons qu'il faut les libérer purement et simplement. Donc voilà une lecture de la situation qu'on constate sur le terrain qui n'est pas la même. Et selon cette lecture-là, il y en a qui ont des stratégies et certains d'autres stratégies. Même sur l'affaire du pool, on n'a pas la même lecture de la situation. Il y en a qui pensent que M. Toumi c'est un voyou, c'est un bon bandit, c'est un brigand qui veut saccager le pays. Il y en a d'autres qui pensent que voilà, il faut l'attraper, il faut le juger. Il y en a d'autres qui lui demandent de sortir à la faveur d'un dialogue entre guillemets. Et
voilà, une situation ponctuelle sur laquelle on a des lectures différentes. Donc du coup, on a laissé ça souffrir finalement. Non. Mais écoutez, si vous qui êtes censé demain reprendre sa place, que vous n'arrivez pas à avoir une même lecture et surtout une cohérence dans la lecture de la situation locale, on se pose bien des questions. Si alors, vous êtes en capacité demain de pouvoir... Posez-vous des questions. Oui, mais donnez-nous des réponses pour ça. Donnez-nous des réponses alors. Le peuple est là. Le peuple nous regarde. Après tout, la légitimité d'un leader ou d'un parti politique vient du peuple. Nous sommes convaincus, nous, à la Fédération de l'opposition congolaise, que le peuple adhère à nos idées. Malheureusement, on n'arrive pas à être en contact avec le peuple, puisque vous le savez aussi bien que moi, chaque fois qu'on veut faire des réunions, des meetings ou des communiqués de presse, nous sommes bâillonnés, nous sommes interdits. Donc nous sommes convaincus que notre lecture de la situation est la bonne. Et donc nous avons convaincu que bon, et donc nous demandons, nous exigeons tous que le peuple nous départage. Un jour, mais si on a un jour une gouvernance électorale qui soit crédible, le peuple pourra nous départager. Mais ce n'est pas un problème en soi d'avoir plusieurs opposants ou plusieurs oppositions. En France aussi, on a plusieurs oppositions. Combien de partis sont opposés à... Mais la situation critique dans laquelle se retrouve le Congo n'est pas celle de la France, si vous permettez. Donc ça signifie quand même pour les hommes politiques congolais une certaine cohérence et surtout une certaine hauteur dans l'appréciation de ces situations. Je suis d'accord. Oui. Nous, à la Fédération de l'opposition congolaise, on est cohérent. Lisez les discours de Mme Mounari, lisez les discours de Zakari Boao, et vous verrez que nous sommes cohérents. Nous disons, Mme Mounari le dit, clairement dans ces meetings ou quand on est en réunion, notre pays est occupé par un pouvoir qui use des armes de guerre pour essayer de faire marcher la population. Zakari Boao ne dit pas moi, il le dit très bien clairement dans toutes ses déclarations que le pouvoir actuel est illégitime, illégal, et donc nous sommes cohérents dans ce que nous faisons. Maintenant, s'il y en a d'autres, et il y en a d'autres actuellement qui pensent que ce pouvoir-là est légal, il est légitime, libre à eux de venir. Alors, ça signifie que de toutes ces factions de l'opposition, vous n'irez pas en vacances ensemble, hein, pour l'instant, on n'ira pas en vacances ensemble. Mais cela pourrait arriver peut-être demain, puisque sur le plan peut-être à la faveur, je ne sais pas... Du Saint-Esprit, sans doute. Peut-être pas, moi je ne crois pas trop au Saint-Esprit, mais bon... On ne sait jamais, puisque là, visiblement, il n'y a rien, donc... Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas être aussi catégorique. Enfin, pas catégorique, mais c'est juste la lecture que vous on dit toujours en politique qu'il n'y a pas d'ennemis permanents. Aujourd'hui, les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir des amis demain. Hier, on a prouvé qu'on pouvait être ensemble à la faveur d'un événement qui était le changement de la Constitution. Oui, sauf que chacun avait son propre calendrier. Mais il y avait quand même un lien. Enfin, un lien, quand on a vu, monsieur, quand vous signez, par exemple, lors des élections présidentielles, vous signez un traité, ou comment ça s'appelle, une charte de la victoire, sauf que monsieur Tiatima Biala n'a jamais signé, en fait. Donc, vous n'étiez pas solidaire de ce que vous faisiez. Je vous dis, je vous réponds qu'on a eu le dialogue de Diata, qui a été un très grand événement pour l'opposition congolaise. Nous étions tous unis contre le changement de la Constitution. Donc, nous étions unis sur la base d'un seul élément, le non-changement de la Constitution. Une fois que la Constitution a été changée de force, comme vous le savez, comme on n'avait rien construit ensemble, il n'y avait pas de soubassement, de fondation qui pouvait... donc chacun pouvait s'en aller. Chacun était libre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'en vouloir à Tiatima Biala. Non, aujourd'hui, non seulement il n'y a pas de raison, mais je disais tout à l'heure, pour répondre à votre question, que demain, il pourrait y avoir un autre élément qui pourrait faire qu'on soit tous ensemble. Donc ça signifie que pour vous, il reste crédible en fait. Les autres factions de l'opposition ne sont pas nos ennemis. Oui, mais il reste crédible à vos yeux pour apporter à vos côtés demain une solution à la situation du Congo. Aujourd'hui, la lecture de la situation politique de notre pays, aujourd'hui, dans la lecture des stratégies que nous mettons en œuvre, nous ne pouvons pas être ensemble. Mais comme vous ne pouvez pas être ennemis permanents, ça signifie que vous leur accordez quand même une certaine crédibilité dans la lecture qui est la leur, pour que vous vous retrouviez demain... On n'apporte pas de crédibilité à la lecture... Mais écoutez-moi. Allez-y. Ou vous voulez me faire dire ce que vous voulez entendre, ou bien moi je vous décris une autre situation. Allez-y. Aujourd'hui, on ne peut pas être ensemble. Dans la fédération, nous avons les numéros de téléphone de tout le monde.
Et régulièrement, ou quand ça se passe, nous appelons occasionnellement, voilà, je voulais dire, on appelle les uns et les autres leaders des autres plateformes, des autres partis. Oui. Ils ne prennent pas le téléphone. Ah, donc vous nous dites aujourd'hui que on vous appelle, les lignes sont coupées. Aujourd'hui, les lignes sont coupées, on est chacun chez soi. Oui. Et c'est pas plus mal. Et les vaches sont bien gardées. Et chacun chez soi, chacun avec ses stratégies. Oui. Et c'est pas plus mal. Parce qu'on ne peut pas être ensemble si on n'a pas la même lecture de la situation, si on n'a pas la même vision. Est-ce que c'est une situation que vous regrettez, Patrick Mompouya, vous personnellement? Personnellement, je la regrette, oui, parce que je crois que moi je suis dans le vrai, la Fédération de l'opposition congolaise est dans le vrai, et nous sommes cohérents. Vous le savez que l'élection au Congo-Brazzaville a été truquée, et c'est ce que nous disons. Le président actuel avait eu 8% de mandat, 8% de voix, donc il ne peut pas être président, vous le savez. Le changement de la Constitution a été fait dans le sang. Dans un bain de sang, on a tué, je crois, 3-4 personnes. D'ailleurs, j'en veux un petit peu personnellement à M. Tatima Biala, parce que l'oraison funèbre des personnes qui étaient mortes était faite chez lui, à Diata, au siège de l'UPADS. C'est même lui, M. Tatima Biala, la voix tremblotante, la larme à l'œil, avait, devant les parents des morts, avait lu l'oraison funèbre. Nous étions tous habillés en noir, vous pouvez regarder encore les images sur Internet, et ils sont là. Et de cette constitution devant les parents des morts, il a bien dit, nous ne vous oublierons pas à ces parents-là. Que ces gens-là sont morts pour nous. Et aujourd'hui, il se réclame de cette constitution qu'il a combattue, de cette constitution qui dit dans son article 96 que le président de la République a le droit de tuer qui il veut, a le droit de faire des délits, de commettre des délits ou des crimes, et qui ne sera pas poursuivi ni pendant son mandat, ni après son mandat. Voilà la constitution que M. Tatima Biala défend. Et donc, on ne peut pas être d'accord, c'est pas possible. Ou alors, les morts sont morts pour rien, ou alors, on prend une constitution. Même le roi d'Espagne ou la reine d'Angleterre, elle n'a pas les pouvoirs qu'on confère à M. Sassou Nguesso. Voilà. C'est-à-dire, article 96, relisez-le, et j'aimerais que tous ceux qui s'intéressent à la politique congolaise puissent lire cet article. Le président de la République ne peut pas être poursuivable pendant son mandat, ni après son mandat, qu'il ait commis des crimes ou qu'il ait commis des délits. Et tout contrevenant à cet article, à cette disposition de la Constitution, est poursuivable de haute trahison. C'est-à-dire, en clair, ça veut dire quoi? Je m'aimerais l'expliquer à nos hommes, à nos collègues du PCT, parce que c'est des Congolais comme nous. Ça veut dire quoi? Monsieur Sassou Nguesso vient chez vous, il tue votre femme, il tue votre enfant, il prend votre télévision, il l'emmène. Vous ne pouvez pas le poursuivre, ni pendant son mandat, ni après son mandat. Mais même Jésus lui-même n'avait pas des droits comme ça. C'est pas possible. Et c'est cette constitution-là qu'on défend. Donc c'est celle qui est défendue aujourd'hui par Tatima Biala. C'est celle qui est défendue aujourd'hui par Tatima Biala quand il se réclame d'être une opposition constitutionnelle. Alors, on va avancer. Je rappelle juste à vous qui nous suivez, donc vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, 100% direct. Notre invité aujourd'hui, c'est un homme qui nous vient du Congo-Brazzaville, membre actif et activiste de l'opposition congolaise là-bas du côté de Brazzaville. Il milite à l'IDC Frocade. Il est là aujourd'hui à nos côtés et avec vous pour nous parler de la situation locale et surtout de ces factions de l'opposition qu'on découvre, qu'on connaissait déjà, mais qu'on voit très bien que les choses sont plus ou moins structurées comme c'est là du côté de Brazzaville. Il y a d'abord une première question de Bédé Baouna qui vous demande, alors vous êtes français, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pu sortir, mais Charles Zakari Bouabaro, lui aussi est français, mais sauf qu'il ne sort pas. Alors, la technique du pouvoir en place, c'est de vous couper la tête. Une fois qu'on vous coupe la tête, on sait que le reste du corps ne va rien faire. Nos têtes à nous, ce sont nos chefs, Madame Claudine Mounari et Monsieur Zakari Bouabaro. Ce sont nos chefs à nous. Donc, régulièrement, eux, ils ne peuvent plus sortir. Ils ne peuvent pas, en tout cas, sortir. Et donc, quand nous avons des manifestations où, régulièrement, même quand on n'a pas d'activité, on part, on les encercle, avec des hommes armés qui vous regardent avec des yeux, des regards haineux, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ils ne peuvent pas bouger. Et du coup, quand nos chefs à nous ne peuvent pas bouger, le reste de l'opposition, de la fédération, est paralysé. Donc,
eux ne peuvent pas sortir, mais tout le reste peut sortir. Comme vous, hein, puisque vous parlez oui, français, mais eux ne peuvent pas sortir. Non, Madame Naré n'est pas française. Non, enfin, notamment M. Boabo. Je ne savais pas qu'il était français. Mais bon, quand cela nous tienne, eux ne peuvent pas sortir. Oui. Eux ne peuvent pas sortir parce que ce sont nos porte-étendards. Sinon, tout le reste peut sortir comme ils veulent. Moi, si je suis sorti en tant que Français, c'est que certainement, je ne suis pas un danger pour la République. Qu'est-ce que je représente? Je représente moi tout seul. Je ne suis dans aucun parti. Je ne suis dans aucune association. Donc pour eux, certainement, je ne suis pas là en train d'essayer d'interpréter, ou plutôt, je suis là en train d'interpréter le fonctionnement de M. Obara ou de M. Dengue. Certainement que je ne représente pas un danger. Donc, ils me laissent aller à gauche et à droite. Par contre, nos chefs, eux, pour eux, ils représentent un danger. Voilà pourquoi, comment je peux expliquer le fait qu'il y a des gens qui peuvent sortir. Mais je n'ai pas leur calendrier, je n'ai pas leur lecture. Je ne sais pas sur la base de quoi, alors, mais à mon avis, c'est sur cette base-là. Patrick, on ne parlera pas des autres factions d'opposition, mais d'abord de celle que vous représentez sans doute pas, mais dans laquelle vous faites partie aujourd'hui, celle de l'IDC FROCAT CJ3M. Et on a vu, madame, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, certains se posent la question, par rapport à la situation actuelle, madame Mounari a-t-elle les capacités nécessaires, en fait, pour mener ce combat face à des hommes qui sont aussi déterminés quand on connaît la place des hommes dans la politique congolaise? Madame Mounari, je la fréquente depuis peu, elle est très déterminée. S'il n'y avait pas madame Mounari qui parlait aujourd'hui à Brazzaville, plus personne ne parlerait. Vous entendez, vous téléphonez régulièrement à Brazzaville, et je sais que votre budget est très important pour avoir les informations de Brazzaville. Chaque membre de la diaspora téléphone régulièrement à Brazzaville. Regardez, à Brazzaville, là-bas, qui c'est qui parle du pôle? Personne. Qui c'est qui parle du FMI ou de manifester à gauche et à droite? Personne. Même le chef du Yuki, M. Parfait Kolela, qui a des diplômes comment on appelle ça, comptable ou je ne sais pas quoi, ou économiste, il ne parle pas. Donc les gens là-bas ne parlent pas. La seule qui parle, c'est Mme Mounari, c'est M. Henri Zakari, M. Charles Zakari Boao. C'est les seuls qui parlent. Donc, enfin, M. Ndion aussi il parle. M. Ndion aussi il parle, mais nous voulons, en tout cas sous la direction de Mme Mounari, on veut porter le combat. Sur la place publique à faire des actions. Donc aujourd'hui, c'est elle qui conduit en fait cette opposition. En tout cas, moi je vous le dis, s'il y a une personne centrale dans l'opposition congolaise aujourd'hui, c'est Mme Mounari. Et on ne peut pas dire ce qu'elle dit si on n'est pas courageux. Cette femme est très très courageuse, elle ne pense qu'à ça, matin, midi, soir, comment faire des actions à Brazzaville. Alors elle est pour l'action, mais sauf qu'on se rend bien compte qu'il y a aujourd'hui des stratégies plus ou moins divergentes. Madame Mounari l'a évoqué dans sa dernière interview, ces actions pour elle, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'aller dans le Denis Sassou Nguesso, il faut que la rue prenne le relais. Or, à ses côtés, M. Charles Zakari Boao semble pondérer ce discours en expliquant que seul le dialogue pourrait faire en sorte qu'on arrive à une solution cohérente, puisqu'il faut utiliser le terme que vous avez dit employé tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que là, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'il y ait des stratégies, même dans votre famille, puisque les autres, on a demandé à la personne, même dans votre famille, on a un problème, notamment entre ces deux têtes? Alors, ce que vous dites là est faux, archi faux, et je peux en témoigner, je dis archi faux. Donc, Mme Mounari n'a jamais déclaré dans sa dernière interview que la rue puisse prendre le relais, puisqu'aujourd'hui, ça ne peut pas être parti par le dialogue. Non, c'est pas de ça que je dis qu'il est faux. Alors, ce qui est faux, c'est que vous semblez dissocier Mme Mounari de Henri... Mais ce n'est que factuel sur des discours qui tiennent. Alors, même sur les discours, Mme Mounari ne peut pas mener une action sans M. Boao. C'est pas possible. Alors, mais qui explique donc, que M. Boao... ils sont ensemble. Oui, mais on comprend très bien. Oui. Pourquoi il en arrive à parler au dialogue? Parce que le dialogue, c'est la solution. La question que vous devriez me poser, que je vous suggère, c'est de me dire... Vous pouvez déjà répondre. Quel dialogue? Moi je ne veux pas parler de quel dialogue. Je veux d'abord que vous... Non. Là vous commencez... Là vous commencez à retourner la question. Moi ce que je veux bien comprendre, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que Mme Mounari est, dans sa dernière interview sur Africa 24,
parle de la rue qui devrait reprendre la main sur la situation actuelle, et que M. Bowawo, dans tout son discours depuis le départ, là au moins il est cohérent, qu'il ne parle qu'une solution de dialogue. Il y a une logique dans ça. Tous les conflits du monde, même les plus importants, finissent toujours autour d'une table. Donc même ça veut dire que ce que dit Mme Mounari, en fait, c'est que la bravoure, c'est une manière de montrer des muscles. Bien sûr. C'est que dit Mme Mounari, c'est une manière comment on appelle ça, de montrer, de montrer le rapport de force. Si on nous laissait manifester, si on nous laissait faire ce que nous voulons faire, nous aurions montré au pouvoir que nous avons un rapport de force important. Sur la base de ce rapport de force, nous demanderions au pouvoir en place de venir dialoguer avec nous. Donc d'abord la rue, ensuite le dialogue. Mais il y a une cohérence. Enfin oui, mais voilà, mais expliquez-nous cette conférence. Mais vous êtes en France, vous voyez bien comment fait la CGT. Donc ça dit qu'aujourd'hui, le G4, c'est la CGT. Écoutez, nous sommes là en face d'une situation politique. Alors qu'est-ce qui fait EFO finalement? Je suis en train d'essayer de vous expliquer qu'il y a une cohérence. Nous devons d'abord montrer notre rapport de force. Une fois que nous aurions, le rapport de force plutôt serait favorable à nous, nous demanderions, et nous pensons que le rapport de force est favorable à nous. Puisque c'est pour ça que les pouvoirs en place nous empêchent de mener nos actions. Et si le pouvoir, si nous laissait mener nos actions, il verrait qu'ils sont minoritaires dans le pays. Et étant minoritaires, nous les inviterions sur une table pour penser les plaies ou pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc il n'y a pas de dichotomie, de différence entre ce que dit Mme Mounari et ce que dit... Donc les deux se complètent. En fait. Mais bien sûr, on est ensemble. Donc c'est une stratégie cohérente qui part d'abord d'une part du l'esbrouf en disant bon, on va faire quelque chose, après de l'autre côté... Non, arrêtez le mot esbrouf parce que c'est pas très bien. Vous êtes un homme très intelligent, vous avez un très bon vocabulaire. N'employez pas des mots qui peuvent choquer. Parce que enfin, ça ne choque pas, puisque vous nous dites que finalement... Non, c'est pas de l'esbrouf, c'est pas de l'esbrouf. Mais c'est cohérent. Nous voulons montrer qu'est-ce que nous représentons dans le pays et forcer le pouvoir à revenir en arrière. Alors, on va maintenant aborder un aspect lié à la communication de l'opposition. Alors déjà jusqu'aujourd'hui, l'opposition, l'IDC Forcade n'a pas sur les réseaux sociaux, je dirais, des pages officielles. En termes de communication, on ne sait pas si ça existe. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de Twitter, c'est chaque leader qui a son propre compte et finalement publie. Et on se rend bien compte là aussi, on a un gros souci en termes d'accès à l'information officielle. Si vous n'avez pas une information qui arrive par le compte de Bowawo, encore par le compte de Mme Mounari, souvent par vous-même, on a du mal à aller chercher dans un espace et à percevoir une communication cohérente de la part. Voilà. Donc, en parallèle à cette question, vous répondez peut-être, il y a Tsana qui pose la question, pourquoi en fait vous ne distribuez pas des tracts lorsque vous organisez des meetings ou des conférences? Pourquoi on ne distribue pas des tracts, voilà. Pourquoi il n'y a pas des tracts distribués avant des tracts? Oui. Ah oui, d'accord. Pour distribuer des tracts, il faut avoir des militants. Aujourd'hui, la police quadrille tout le pays. Et surtout toute la ville de Brazzaville dans laquelle nous sommes. Si on vous voit avec un tract, j'ai voulu moi-même en donner à certains militants avec un petit 10 000 francs ou un petit 30 000 francs pour prendre le bus, les gens ne veulent pas. Parce que si la police vous voit avec ça, direction maison d'arrêt. Ok? On vous attrape, nous avons des copains qui ont été capturés dans la rue, sans savoir ni pourquoi ni comment. La police, enfin, pourquoi, la police les capture et ils disparaissent. Donc, même les tracts, pour les distribuer, il faut regarder à gauche et à droite parce que le policier peut être en dans le bus, en civil et vous attraper. Alors, au niveau de la communication, au niveau de la communication, il faut savoir que nous sommes dans un pays un peu bizarre. Quand vous êtes dans l'opposition, le pouvoir n'a de sans cesse que de vous appauvrir. Oui. Tout ce que vous dites dans la communication demande de l'argent. Et moi-même, je n'ai pas de cachet. Je suis arrivé à Brazzaville, à Paris plutôt, avec 10 € dans ma poche. Donc vous n'êtes pas intégré alors. Et vous savez comment j'ai eu ces 10 € dans la poche? Ces 10 €, c'est parce que j'ai réussi, enfin, j'ai accepté d'emmener le colis, le bagage d'une personne qui était en excédent. Donc, en prenant son bagage pour l'emmener à Paris, il me dit, il va le donner ma soeur maintenant à l'arrivée, et il m'a donné 10 €. Voilà l'argent avec lequel je suis arrivé à Paris.
Tout ça pour vous dire que nous sommes appauvris là-bas. Nous n'avons pas les moyens. Enfin, mais pour ouvrir une page internet, je dirais, notamment sur les réseaux sociaux, Madame, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. Madame Mounari a sa page, oui, ça, elle communique sur internet. Monsieur Bohoro a sa page, communique sur internet. Moi-même, j'ai ma page, je communique sur internet. Même mon site internet que vous pouvez aller regarder, empouya.com, je n'ai pas l'argent pour payer l'abonnement. Vous voyez, donc mon site est... Sur internet c'est gratuit, hein. Donc aujourd'hui coordonner une communication, mais enfin notamment sur les réseaux sociaux, nous parlons peut-être pas pour ouvrir une page Facebook au nom de l'IDC Fourcade, je ne crois pas ça nécessite zéro. Sur les réseaux sociaux, nous communiquons assez, nous avons des références. Mais sur vos pages personnelles. Sur nos pages personnelles, oui, ce que vous voudriez, vous. Enfin, c'est pas moi qui le veux, mais on constate quand même, puisque si les gens ne viennent pas sur vos pages perso, on a du mal à avoir un espace officiel où on peut aller collecter de l'information. Donc ça c'est ma faute. Moi, enfin, c'est pas... non, je me mets en faute par rapport à la fédération. C'est moi qui devrais le faire, mais là encore... Maintenant, comme vous êtes à Paris... Attendez, mais j'ai pas fini. Oui, allez-y. Là encore, il faut savoir que avoir Internet au pays, à Brazzaville, c'est très très difficile. Je n'ai pas les fonds. Enfin, des fois, mais on vous voit sur Internet, on voit Madame Mounari sur Internet, on voit M. Bourreau sur Internet. C'est-à-dire qu'il me faut régulièrement avoir de l'argent pour financer cet abonnement. Alors, vous nous dites que l'opposition est tellement pauvre, alors que les personnes qui sont à vos côtés, ce sont des anciens ministres qui ont été aux côtés de Sassou, qui ont aussi profité de ce pouvoir. Donc il y a quand même quelque part des réserves qui permettraient d'assurer. Si je vous donne aujourd'hui un sac d'argent, des milliards même, si vous ne faites rien pour les fructifier, cet argent ne va que descendre. Effectivement, en sortant de là où ils étaient, comme ils étaient ministres, ils avaient peut-être des grandes valises comme ça, aujourd'hui ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus parce qu'il faut dépenser pour les manifestations, il faut dépenser pour les communiqués. Vous le savez, à chaque fois qu'on fait un communiqué qui passe sur Internet, il faut inviter les journalistes. Et les journalistes au Congo ne viennent pas gratuitement. Il faut leur donner de l'argent si vous voulez qu'ils assistent à votre conférence de presse pour lire donc une page, un communiqué de presse, c'est une page de 3 minutes, ou disons 15 minutes. Il faut débourser près de 200 000 à 500 000 francs pour contenter les journalistes, pour que les journalistes viennent vous écouter. Si vous ne leur donnez pas l'argent, ils ne viennent pas. Ou alors ils ne publient pas votre... Mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez des outils gratuits. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans votre stratégie. Ce que vous entendez... Alors, vous avez aujourd'hui des outils gratuits. Vous me dites qu'à Télé Congo, peut-être qu'on ne vous prend pas, mais vous avez aujourd'hui des outils qui sont apportés. Ce que vous entendez par gratuit n'est pas gratuit. La gratuité, en fait, n'existe pas. Oui, mais enfin, qui ne nécessite pas un investissement aussi important qu'on peut l'imaginer, je veux dire. Il faut, si vous voulez me culpabiliser, enfin, je vous culpabilise pas, mais je communique mal. Il est important qu'on comprenne bien, parce que peut-être qu'on ne vous l'a peut-être pas dit. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Alors, non, mais qu'on comprenne très bien qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette communication qui est la vôtre soit plus ou moins, je dirais, caporalisée sur des espaces personnels. Imaginez demain, si les comptes de ces personnes ou des personnes ne sont plus avec vous, ça signifie que vous allez avoir moins d'espace en termes de communication. Mais si on avait une plateforme commune, ça serait la même chose. On peut aussi nous casser cette plateforme commune et on ne pourrait pas... Pour l'instant, pour vous, cette situation suffit alors? Je pense, nous avons des référents ici dans la diaspora, vous-même d'ailleurs vous l'êtes. Quand nous avons une activité ou quand nous avons un événement, nous appelons ou nous téléphonons ou nous envoyons sur des pages Facebook aux personnes qui sont référents pour l'opposition congolaise et ils essaient d'être nos porte-voix. Je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça que par des... Il faut décentraliser en fait. Quand on centralise au Congo, c'est d'ailleurs ce qui se passe avec nos chefs de la fédération, on coupe la tête puis le corps tombe tout seul. Donc en mettant des choses comme ça, chacun sur sa page fait ce qu'il peut, je pense que c'est mieux. Si je le fais chez moi, par exemple, dans ma boîte à moi, alors ils savent où j'habite, hein. Ils savent où je travaille, ils savent où je me connecte. Donc c'est très très simple de venir chez moi, de me couper la chose, et tout tombe. Voilà, alors on va avancer par Thierry Mampouya. Il y a Roland Guy en fait qui pose la question suivante, je vais juste la retrouver. Après, que dit-il, monsieur Roland Guy, voilà. Après vos nombreuses analyses, qu'est-ce que vous proposez pour enlever Sassou du pouvoir? Pour enlever Sassou du pouvoir? Oui. Alors, ça
c'est la question à 2 balles. Hein. Enfin, la question à 2 balles, votre objectif, je pense que c'est celui-là. Donc, les analyses, on les a, mais sauf qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'action directement. Non, nous travaillons pour ça. Il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre dans notre pays, c'est qu'il manque une masse critique de militants, réformataires, de personnes qui peuvent influer sur le cours des choses. Madame Mounari, je vous l'ai dit tout à l'heure, et M. Zabobao, ils sont tous seuls à parler. Alors, quand vous êtes tous seuls à parler, vous ne pouvez pas prétendre vouloir changer les choses. S'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de la même chose, peut-être que nous aurions des possibilités. Donc, je répète à monsieur, il manque une masse critique des chefs d'entreprise, de militants politiques ou de la société civile qui peuvent faire que la balance puisse changer. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes presque tous seuls à contester ça ouvertement à Brazzaville. Alors, il y a Loïc Cartella qui vous pose: Éric Mampouya, vous êtes venu à Paris avec 10 €, et le billet d'avion, avec quoi l'avez-vous payé? Ça fait partie. J'aimerais dire que c'est une boutade pour dire que je me suis endetté. Je dirais que non, je ne me suis pas endetté. Comme elle a compris, je suis français. J'ai donc des droits. J'ai eu les droits au chômage. Oui. J'ai travaillé déjà en France pendant 33 ans. Donc j'ai des droits, il y avait des droits au chômage. Et quand on finit le chômage, quand on a fini ces droits, on a le RSA, on a plein de choses. Donc quand j'avais mes droits de français, j'avais fait une petite cagnotte que j'avais mis à la banque, Ecobank, si vous vérifiez, au cas où. Donc là, vous avez tout épuisé. Là, donc, j'ai pillé tout mon fonds. Je n'ai plus d'économie à Ecobank. Si, il me reste 20 000 francs CFA. Et je suis venu parce que je dois me reciviliser, si vous voulez. Je commençais à me tropicaliser quand j'étais à Brazzaville. Et j'avais besoin de civilisation, de retrouver une vie normale dans un pays normal. Voilà pourquoi je suis revenu chez moi. Je veux prendre un peu de vitamines. Avec 10 € en poche. Avec 10 € en poche. Voilà, donc je pense Et après, je vais rentrer chez moi. Voilà, donc je pense qu'il a eu la réponse. Voilà. Alors, il y a Sadio Morel-Kanté. Est-ce qu'un jour, on comprendra qu'il faut du cran et un esprit de sacrifice pour combattre efficacement une dictature? Moi, j'ai un peu marre des complaintes de la fédération. Alors, Madame Sadio Kanté fait bien de poser la question. Il faut savoir qu'elle était à Brazzaville. Hein? Elle était à Brazzaville. Quand on est un peu téméraire à Brazzaville, oui. Vous êtes ou bien en prison ou bien on vous balance dehors. Madame Sadio Kanté était à Brazzaville. Le jour où on l'a demandé de prendre l'avion Manu Militari, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Elle a pu rien faire. C'est bien d'être téméraire, mais nous ne sommes pas des suicidaires. Je prendrai l'exemple de Eli Smith. Monsieur Eli Smith était téméraire à Brazzaville, l'un des meilleurs journalistes qu'on ait jamais connu à Brazzaville. Dans l'autre chambre, on était en train de geler sa sœur, en lui inoculant des maladies. Et devant, là, au salon, il avait des gens qui avaient des regards pleins de haine, avec des armes qui ne pensaient qu'à une chose, qu'ils bougent pour le dégommer. Alors, c'est bien d'être courageux, c'est bien d'être téméraire, mais nous ne sommes pas des suicidaires. Nous ne sommes pas des suicidaires, je ne peux pas aller comme ça, moi, sachant qu'il y a des militaires qui sont là, qui peuvent me dégommer à tout moment, et aller quand même vers eux, là, ça serait suicidaire. Donc il n'y a pas d'esprit de sacrifice, en fait, aujourd'hui, dans l'opposition congolaise, personne ne veut se sacrifier pour le Congo. Non, c'est bien de stigmatiser l'opposition congolaise. Enfin, mais notamment, c'est vous qui êtes là. Demain, quand on aura quelqu'un du pouvoir, on lui dirait peut-être la même chose. Monsieur Makosso, oui. Vous êtes marrant. Non, mais... je vous dis, oui. Chez les Congolais, il n'y a pas d'esprit de sacrifice. Chez les Congolais, il n'y a pas d'esprit de sacrifice. On a assez donné. Chaque Congolais, aujourd'hui, surprotège sa vie. Même ceux de la diaspora. Même ceux de la diaspora, pourtant, ils sont dans un pays de diaspora. Vous êtes dans un pays où vous avez bénéficié des protections, des droits de l'homme et tout ça, mais vous n'avez pas l'esprit de sacrifice. Alors, vous me demandez à moi, M. Makosso, soyez sérieux, vous me demandez à moi d'aller me tuer pour vous? C'est ce que vous me demandez, enfin, le combat, c'est pas pour moi que vous battez d'abord pour le Congo. Non, je ne me bats pas pour le Congo, mais bien sûr. Oui. Mais vous êtes Congolais aussi. Si le Congo devient un pays normal, vous en bénéficierez, je pense.
Et vous ne serez pas ici, vous aurez votre chaîne de télévision au Congo. Ça signifie. Donc, vous me demandez à moi, mais vous n'êtes pas sérieux. Enfin, moi, je vais aller me dégommer pour vous. Alors, ça signifie qu'aujourd'hui, en fait, dans le combat politique qui est le vôtre, donc il faudra rester dans un certain attentisme, en fait, attendant que les choses se fassent naturellement. Et à ce moment-là, Monsieur Makosso, arrêtez. Non, mais sérieusement. Ne vous dédouanez pas, mais vous êtes Congolais. Jusqu'au bout des anges, vous êtes Congolais. J'en conviens, si moi je manque d'esprit de sacrifice, vous en manquez aussi. Ah mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Mais vous aussi, vous êtes sur le terrain. L'esprit de sacrifice aujourd'hui, nous qui sommes ici, c'est sans doute une chose. Vous nous reprocherez peut-être de ne pas être avec vous en face des balles. On y reviendra. Oui. Le combat contre la dictature qui est au Congo est multidimensionnel. Ne vous sous-estimez pas, vous la diaspora, le travail que vous faites est très important pour nous autres qui sommes là-bas. Parce que figurez-vous que quand M. Boao est encerclé, sa maison est encerclée avec des gens haineux qui ont des armes et qui veulent le dégommer, l'une des personnes qu'il appelle, c'est moi. Eric, voilà, chez moi, ici, on est entouré. Et moi, je dois faire le relais. Je fais le relais à qui? Pas aux journalistes locaux, à vous, la diaspora. Pour que RFI puisse en parler, pour que ça arrive aux États-Unis, et qu'eux, ils puissent faire pression. Donc, vous êtes un relais important pour nous, je dis bien, ne vous sous-estimez pas, et ne nous laissez pas, à nous autres qui sommes sur place, la responsabilité de ce combat-là. Chacun se bat pour un Congo meilleur, et vous êtes un relais important pour nous, à moins que vous dites que, voilà, moi, le Congo, c'est terminé. Oui, ce que je comprends bien, c'est que pour vous, aujourd'hui, si vous me dites clairement, c'est que, à l'opposition congolaise, personne ne donnera sa peau pour ce combat-là, attendant que le fruit soit mûr, qu'il s'assoutende tout seul, peut-être qu'il meurt. Mais pourquoi vous parlez de l'opposition congolaise? Mais je vous parle de vous parce que c'est vous qui êtes en face de moi. C'est vous qui êtes en face de moi, et là, nous parlons de l'opposition. Ne parlez pas de l'opposition congolaise. Ne parlez pas de l'opposition congolaise, parlez des Congolais. Quels sont les Congolais aujourd'hui à Paris ou à Brazzaville qui sont prêts à se sacrifier pour le Congo? Moi, je peux dire personnellement, il est toujours haïssable de parler de soi. Moi, je peux dire personnellement que mes sacrifices, j'ai donné mes sacrifices. Mon ménage est parti en éclat. J'étais ici en France. Je vous rappelle que 33 ans, j'ai habité dans ce pays. Je suis aussi français que tout le monde. Mon mariage est parti en éclat. J'ai quitté mon boulot. Mon niveau de vie a été divisé par 20. Aujourd'hui, je marche à pied. J'ai des maladies bizarres. Donc, j'ai déjà donné un sacrifice. Donc, ça suffit. Non, ça suffit pas. Mais puisque je repars à Brazzaville. J'avais plein d'appareils quand j'étais parti à Brazzaville, des appareils photo, des appareils de téléphone. Maintenant, je n'ai plus rien. Tout est aux mains de la police. Ok. Donc, je suis à 2 ans de prison. Est-ce que pour vous... Non, je vous demande à vous. Moi, j'aimerais regarder la diaspora pour dire en face qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier pour le Congo. Donc, ça veut dire que la diaspora demande trop, enfin, vous demandez trop. Non, on ne demande pas trop. Mais si, puisque aujourd'hui, vous nous renvoyez la question, ça signifie que pour vous exige trop. Et qu'à la limite, les gens abandonnent tout ici, viennent avec vous là-bas, comme ça, c'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande, parce que je dis seulement, je crois, Kennedy qui le disait, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays, avant de demander qu'est-ce que le pays peut faire pour vous. J'aimerais que chaque Congolais se regarde dans la glace et se dise qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Et non pas seulement écrire, parce que c'est facile d'écrire. Moi aussi, je peux écrire, avoir un dictionnaire. Bon, je n'ai pas un gros français. Je peux écrire tous les textes que je veux, comme un monsieur que je connais qui s'appelle Bedel Baouna, qui écrit très bien par ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui va faire brûler la maison. Ce n'est pas ça qui me donnera à manger. Pour avoir du pain, je dois me déplacer pour aller sur mon boulanger. Donc, je dois avoir une action. Il faut faire quelque chose. Et en l'occurrence, pour notre pays, il faut des sacrifices. Que le Congolais, mais arrêtez de voir que le Congolais, allez-y. Arrêtez de penser que les opposants sont une entité à part. Non, nous sommes des Congolais. Vous êtes un Congolais. Donc ce combat-là nous regarde tous. Il nous regarde tous, il est multidimensionnel. Autant les Congolais de Brazzaville doivent se battre, ceux qui sont à l'intérieur, autant ceux qui sont à l'intérieur doivent se battre avec leurs moyens. Nous avons le fusil là, sur la table. Voilà. Dès que notre chef veut bouger, il y a des gens qui sont là pour lui dire « tu ne bouges pas ». Il y a des gens, des amis à moi, qui ont été capturés dans la rue, comme des animaux, et qui sont à la DST aujourd'hui. Nous donnerons aujourd'hui 150 compagnons qui sont à la maison d'arrêt. 150. Effectivement, si moi aussi je pars à la maison d'arrêt, ça sera 151. Mais qu'est-ce que ça va changer?
Ça sera, si je suis téméraire, comme vous dites, ça sera 151, 152 qui seront à la maison d'arrêt, mais qu'est-ce que ça va changer dans le combat? Voilà. Donc nous essayons de rester en vie. Oui. Et vous, pour continuer le combat, bien sûr, vous qui êtes surprotégés ici à Paris, vos vies sont surprotégées, vous avez des droits partout, voilà, il faut nous aider à avancer. Sinon, on n'avance pas. Voilà, il faut vous aider à avancer. Nous avons donc une question de Euphrem Dev Manfoula, qui a été candidat, je pense, au municipal, enfin au législatif dernier, qui pose la question. La question serait de savoir quel est le vrai problème de l'inefficacité de l'opposition congolaise. Le grand problème de l'efficacité. Mais Dave, il est en ce moment à Paris, on ne s'est pas encore vu, mais lui-même, il est régulièrement à Brazzaville. Je pourrais lui retourner la question. Il a un parti qui s'identifie comme parti de l'opposition. Il est le président du parti des souverainistes, je crois. Qu'est-ce qu'il fait pour faire bouger les choses? Enfin, je pense qu'il nous entend, il reprendra peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un parti de l'opposition. Alors, c'est bien beau de regarder de Christian. Donc finalement, quand on est à Paris, on pose juste des questions en fait pour vous qui ne sont pas. Qui sont un peu bizarres. Les gens qui posent des questions. Enfin, mais lui, il est à Brazzaville. Il est à Brazzaville. Non, en ce moment, il est à Paris. Mais vous aussi, vous êtes à Paris. Oui, tout à fait. Finalement, quand les gens viennent à Paris, il y a l'esprit qui tourne un peu. Non, moi, j'ai pas l'esprit qui tourne. Non. J'ai pas l'esprit qui tourne. Je dis à Dave, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quand nous programmons des manifestations à Brazzaville, est-ce qu'il participe? Il est au courant. Non, mais je dis, il est au courant. Mais depuis quelque temps, je ne le vois pas participer. Alors, M. Dev Manfoula qui vient ici poser des questions de l'efficacité. Appelez-le. Mais il nous écoute, Dave, il était avec nous au dialogue. Il a participé à Diata. Il a fait des déclarations. Il connaît très bien la vie politique congolaise. Et quand je le vois passer à la télévision à Brazzaville, il dit des choses que moi je pourrais dire. Que l'opposition peut retenir à son compte. Et une fois qu'il arrive à Paris. Moi je ne sais pas, mais c'est vous qui lisez la question qu'il pose. Alors donc, retournez-lui la question. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense. En plus, contrairement à moi, lui c'est un chef de parti, alors que moi, je suis une individualité. Donc il a du monde derrière lui. Il a participé aux élections législatives. Donc il a un peu plus de moyens que moi. Puisque vous savez qu'il faut un cautionnement quand même assez important pour participer aux élections législatives. Bon, lui, qui n'est pas remboursable. Qui n'est pas remboursable. Donc, il a les moyens financiers, il a un parti politique, donc des militants derrière lui, mais demandez-lui en tant qu'opposant qu'est-ce qu'il fait. Faut pas bien, mais il vous entend. D'accord. Voilà. Alors, il y a Roland Zaou qui pose, comment est-ce que la diaspora peut-elle aider l'opposition au Congo? Roland Zaou, c'est très bonne question, vous l'avez dit. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Oui. Roland Zaou, c'est un ami. On est souvent sur Facebook. Il est aux États-Unis. Seulement la dernière fois, je lui en veux un peu. Il était venu à Brazzaville, ou plutôt au Congo. Puis on ne s'était pas vu. Alors, comment la diaspora peut aider l'opposition congolaise? Mais d'une manière simple, nous le savons, tous les statistiques le montrent dans tous les pays du monde. Ce sont les plus brillants qui arrivent à partir. Ce sont les plus brillants qui arrivent à obtenir des diplômes ou des bourses et qui partent à l'étranger. Ce qui m'emmène à dire que les meilleurs des Congolais sont à l'étranger. Ça ne veut pas dire que les Congolais qui sont restés au Congo ne sont pas brillants. Mais les meilleurs des Congolais, c'est ceux qui partent à l'étranger. Donc, notre intelligentsia est ici dans la diaspora. Alors, au lieu que la diaspora congolaise se disperse dans des associations à gauche ou à droite, envoyer individuellement des courriers par-ci par-là, pourquoi cette diaspora n'arrive pas à se constituer en groupe de pression pour aller voir tel organisme, et pour faire avancer le problème du Congo? Nous avons, là je viens d'arriver à Paris, ça fait 2 semaines, mais depuis Brazzaville, j'avais découvert un jeune homme très très brillant, qui s'appelle Andrea Ngombe. Il parle très bien à la télé, il connaît la situation du Congo par cœur, la situation des prisonniers politiques. D'ailleurs, il était votre invité samedi dernier. Oui. Pourquoi cette pépite, ce jeune homme, cette intelligence aussi brillante, on ne peut pas le mettre en exergue pour être une sorte de chef de l'opposition? Après tout, le chef, il n'est pas emmené à être le plus intelligent. Mais voilà un jeune homme brillant. Très souvent au Congo, il a un certain âge, le chef. Très souvent au Congo, mais nous avons vu qu'aujourd'hui, celui qui... En Autriche, il a 30 ans. Aujourd'hui, celui qui fait bouger même le Togo, je crois qu'il doit avoir moins de 40 ans et il venait d'Europe aussi.
Il est venu, c'est lui qui a commencé les manifestations qui sont au Togo. Donc, la diaspora peut nous aider en créant des groupes de pression et ne pas être dispersés. Et pour créer ces groupes de pression, il faut se coaliser. Depuis Brazzaville, nous avions appris, quand il y avait François Hollande, qu'il y avait 4 ou 5 courriers émanant de la diaspora qui étaient arrivés là-bas à l'Élysée pour la cause du Congo. Que représentent ces 4 personnes, ces 4 individus ou ces 4 associations? Mais c'est peut-être les fameuses factions de l'opposition que vous évoquiez tout à l'heure. Nous parlons de la diaspora. Oui. Donc, rien du tout, parce que quand vous êtes seul, et même ceux à qui vous partez donner vos courriers, ils regardent, mais celui-là, il représente qui? Il représente quoi? Et on se rend bien compte que vous ne représentez rien. Alors que si vous vous coalisez, vous pourriez devenir une force de pression importante. Et cette force de pression aura voix du chapitre, comme le CRIF, comme l'OLP, comme, je ne sais pas, d'autres organisations. Est-ce que vous trouvez finalement que la diaspora est dispersée, en fait? Mais c'est ce que je suis en train de vous décrire. Il y a combien d'associations de diaspora aujourd'hui? Chacun signe un courrier en disant qu'il est le chef de telle association, moi je suis brillant, mais ça rapporte quoi? Les manifestations, ça fait 20 ans qu'on fait des manifestations. Oui, sauf que ça ne vous empêche pas quand vous arrivez à Paris, tout mais, de suite, mais bien sûr, le courrier, les manifs. Bien sûr, mais c'est un moment important pour tisser les liens entre la communauté. Mais les manifestants n'ont rien donné. Nous sommes dispersés en France. Chacun est dans son coin, dans son village, dans sa zone, dans sa ville. Et les manifestations sont un lieu important, un moment important pour être soudés, pour que la communauté se retrouve. Mais ce n'est pas ça qui fera bouger la politique à Brazzaville. Nous avons vu des grandes manifestations ici au Paris pour le mariage pour tous. Tout Paris ou toute la France était dans la rue, ça n'a pas fait bouger la loi. La loi a été votée quand même. Donc ici, on peut faire des manifestations pour déranger les Français, oui, d'accord, mais ce n'est pas ça qui aura un impact sur Brazzaville. Donc ça reste symbolique en fait. Mais non, j'ai dit, ce sont des moments importants pour que la communauté se retrouve. Pour tisser les liens entre nous, c'est un moment important de faire des manifestations de temps en temps. Mais ça n'aura aucun effet sur la donne à Brazzaville. Donc c'est une manière de dire à ceux qui organisent les manifestations, les organisateurs, de passer peut-être à autre chose. Ne répondez pas à mes questions, posez-moi les questions, moi je vous... Alors, c'est une manière de leur dire, c'est leur manière de leur dire, changer de méthode. Oui. Si une méthode n'a pas marché pendant 5-10 ans, ça n'a pas donné de résultats. Depuis 30 ans, je pense que... Mais moi-même, j'ai commencé en 2004, ça n'a pas changé. Et il y avait des gens, les Tongamani, qui avaient commencé avant moi, ça n'a toujours pas changé. Donc il faut changer, il est peut-être temps de changer de méthode. Et la méthode que moi je propose, c'est de se coaliser en groupe de pression, mais tous derrière un homme, et dire que voilà ce que la communauté internationale veut. Mais enfin, nous savons aujourd'hui à Brazzaville, et vous le savez aussi bien que moi, il n'y a aucun projet à Brazzaville qui se fait sans la communauté internationale. Nous avons besoin de la Banque mondiale, nous avons besoin de l'UNICEF, nous avons besoin du FMI, tous ces gens-là, de l'AFD qui est ici à Paris, et tous les projets que fait le gouvernement à Brazzaville, il faut que ces organismes internationaux soient là. Alors, si vous êtes coalisés en groupe de pression, vous pourriez demander des rendez-vous au MEDEF et parler au nom. Donc là, vous suggérez à l'opposition ici à Paris, la diaspora, voilà, faire constituez-vous en groupe de pression avec un chef unique, pas 10 000 associations, 10 chefs qui vont signer chacun leur courrier. Donc ça signifie la démarche qu'a proposée en fait M. Mirassa en disant à M. Ouabari de pouvoir mettre en place une sorte écoutez, c'est très bien. Si M. Ouabari arrive à ça, mais il y a déjà autre chose qui existe en dehors de tout ça. Vous avez par exemple les assises nationales du Congo. Ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Les assises étaient créées quand j'étais là, avant que je parte à Brazzaville. Finalement, vous êtes quand même un vieux mohican en fait, de la politique parisienne. Puisque tous les mouvements, vous étiez là. Mais arrêtez. Mais regardez les choses en face. Oui. Il y a eu Maleka comme chef des assises. Il y a eu je ne sais pas qui. Aujourd'hui, c'est Mawawa. Oui. Bon, qu'est-ce que, en termes d'efficacité, qu'est-ce que ça donne? Mais regardez, vous ne pouvez pas faire les choses sans regarder ce que ça donne. Il y a eu le nouveau mouvement là, pour le président de la diaspora, le MRLC. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça fait combien de temps? 1 an? 2 ans? Bientôt. Bon, en termes d'efficacité, ça donne quoi? Mais je veux dire, quand vous faites une action, vous en attendez quelque chose. Bon, là, il y a une action qui a été faite. C'est quoi leur bilan? Enfin, je pense qu'ils le répondront s'ils Bon, c'est quoi leur bilan? S'il n'y a rien, on voyait des courriers à tel ministre, mais
il faut changer de méthode. Alors, il y a aussi quelqu'un qui pose la question, en fait, notamment qui vous concerne vous directement, parce que oui, vous trouve moi un ancien Parisien qui est allé au Congo, qui revient à Paris, qui circule librement, oui. Tout ça, se pose la question. Alors, c'est Loïc Crétella qui pose la question. Éric Montpouillard m'a toujours paru suspect. Il n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Alors, je l'ai dit, alors suspect, j'ai jamais été inquiété. C'est faux. J'ai vécu 33 ans en France, je le disais tout à l'heure. Je suis toujours à jour de mes contraventions. Je n'ai jamais été convoqué dans un commissariat. Et là, ça fait 3-4 ans que je suis à Brazzaville. J'ai fait la DST, j'ai été à la maison d'arrêt. Donc dire que je ne suis jamais inquiété, c'est faux. Ce que je voudrais répondre à notre ami Loïc, c'est que je fais attention. Voilà. Il ne faut pas se retrouver à Brazzaville au mauvais moment, au mauvais endroit. Là où je sais qu'il y a la police, avant je partais de manière, voilà, le courageux, le téméraire, je partais, voilà, moi je suis un homme, j'ai mes droits, et bien on m'attrapait. Maintenant quand je sais qu'il y a la police dans tel quartier, je n'y vais pas, ou je change d'itinéraire. Donc je fais attention. Vous n'êtes pas un trouillard, mais vous faites attention. Vous faites attention. Non, le mot trouillard est péjoratif. Dites-leur que je ne suis pas suicidaire. Monsieur Makosso, vous avez un vocabulaire assez élargi, vous êtes un homme très très brillant, qui connaissez les choses. Donc, n'essayez pas de prendre des mots qui ne sont pas bien. Oui. Disons que je ne suis pas suicidaire. Voilà. Quand je vois qu'il y a un barrage de police là-bas, je prends à gauche. C'est de la prudence, c'est pas d'être truand. Comme disait l'autre, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est ça que je pourrais dire. Oui. Donc je ne suis pas suicidaire. Alors, il me trouve suspect en quoi? Je ne sais pas. J'ai les mêmes convictions depuis le début que j'ai commencé. C'est peut-être qu'il a aussi en mémoire, il a peut-être dit votre photo officielle avec Jean-François Dengue, où vous étiez souriant, main dans la main, quasiment. C'est en ça qu'il me trouve suspect. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être tout ça derrière. Alors, effectivement. Ça vous poursuit en fait. Ça me poursuit, oui, c'est une bêtise que j'assume. C'est une bêtise que j'ai fait, mais j'assume cette bêtise-là. Ce que monsieur ne comprend pas, ou peut-être vous, mais je sais que vous le comprenez, Brazzaville, c'est un petit pays. Même vous ici, qui êtes à Paris, je suis certain que vous connaissez les dignitaires du pouvoir. Vous avez leur numéro de téléphone. On les reçoit parfois. Et vous les recevez des fois ici, à Jana TV, dans le cadre de Jana TV. Mais eux, ils peuvent vous recevoir aussi dans le cadre privé. C'est pas pour ça qu'ils sont vos amis. Monsieur Dengue, j'ai une photo avec lui où j'avais... On la sort tout le temps, dès qu'il y a quelque chose. On me la sort tout le temps, oui, tout à fait. Mais c'est pas mon ami. 2 semaines après, il n'avait pas hésité à m'arrêter et à m'envoyer à la DST. Voilà. Donc, c'est pas mon ami. C'est une photo que je regrette. Mais bon, j'assume ce qui a été fait. Alors, c'est pas mon ami, non. Voilà, il y a Rodrigue, en fait, Samba, qui objecte un peu par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Les Congolais ont l'esprit du sacrifice, mais c'est l'opposition qui nous trahit. Non, c'est faux. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, c'est pas possible. L'opposition l'a trahi en quoi? Qu'il précise sa question. Je vois bien, hein, les gens veulent venir au 27 septembre, la grande manifestation. C'est très bien que nous revenions sur cette manifestation avec vous. Mais revenez là-dessus. À l'époque. Donc aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas aux Congolais l'esprit du sacrifice. Un peu comme le dit Rodrigue Samba, en disant les Congolais ont l'esprit du sacrifice, mais c'est l'opposition. Il y a un exemple très très frappant qui est là. Je le dis avec gravité. Les retraités sont à 10 mois sans salaire. Quand vous demandez aux 10 retraités, et on l'a fait, monsieur le président Mirassa est lui-même retraité, il assiste souvent aux assemblées des retraités quand, quand il dit aux retraités marchons, ils ne viennent pas. Ces gens-là préfèrent mourir dans leur maison, avec les maladies compliquées dues à leur âge, que d'aller faire un sitting devant la poste. Ah, si ce n'est pas la peur, dites-moi qu'est-ce que c'est. Les Congolais ont tous peur. On a vécu des traumatismes dans ce pays qui datent de 1997 et les guerres qui se sont suivies. Et ces traumatismes-là n'ont jamais été soignés. Aujourd'hui, dans la zone où j'habite, Bakongo par exemple, tous les parents racontent à leurs enfants ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. C'est le sujet de prédilection quand il n'y a pas la télé, quand il n'y a pas le courant. Les gens ont vécu dans ce pays comme des animaux. Et le traumatisme n'a jamais été soigné. Vous qui êtes en France, moi aussi je suis français, on sait que quand il y a un problème quelque part, on crée toujours des cellules de décompression, des cellules psychologiques pour soigner les gens. Au Congo, ça n'a jamais été fait. Et donc, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent leur peur aux enfants. Les enfants, quand ils partent dans les églises,
où tout le monde, les Congolais aiment bien les églises, même ici à Paris, on leur dit toujours de faire attention. Faire attention, entre guillemets, leur inculquer la peur. Quand ils partent à l'école, c'est le même discours. Quand ils sont à la télé, on leur parle de paix tous les jours sur la télévision congolaise, avec un message subliminal qui veut dire que la non-paix signifie la guerre, c'est-à-dire ce que vous avez vécu. Donc les Congolais n'ont pas tort d'avoir peur. Ils ont peur, la preuve c'est qu'ils meurent aujourd'hui comme les retraités. Voilà. Moi aussi j'ai peur. Je ne suis pas si téméraire que ça, je ne suis pas courageux d'ailleurs, je ne me réclame pas ça. Nous avons tous peur. Alors, le pouvoir de temps en temps, il sort une armada d'armes de guerre qui traverse tout Brazzaville pour impressionner encore plus. Et de temps en temps, ils tuent un enfant dans tel quartier, ils arrachent un jeune ça, qui a disparu, qui est là. Donc la peur est permanente. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous voyez une caravane de policiers passer, il vous suffit d'un regard qui est mal placé et on vous prend, on vous capture dans la rue. C'est ce que nous vivons. Donc, quand les policiers passent avec leurs sirènes hurlantes, il faut baisser la tête ou bien regarder à gauche. Bon. Donc, la peur est permanente au Congo. Donc, vous ne pouvez pas nous demander à nous d'aller se jeter dans la gueule du loup, c'est pas possible. Tout est fait pour avoir peur, là-bas à Brazzaville, et on a tous peur. Alors, parlons de ces manifestations du 27 septembre. Alors, le 27 septembre, il faut d'abord repartir un peu en arrière. De ce que je vous parlais tout à l'heure, on avait un élément commun qui était le changement de la Constitution. Tout le monde voulait dire non. Sur la base de cet élément unique, on a rassemblé toute l'opposition. Oui. Mais quand on a rassemblé toute l'opposition, après on a voulu faire la manifestation. Cette manifestation n'avait pas pour but de marcher. Quand on a commencé à... On vous a reproché... Quand on a commencé, on peut nous reprocher tout ce qu'on veut. Oui. Moi, j'étais là quand on discutait des mots d'ordre. On voulait que les gens viennent à la manifestation et que les gens rentrent chez eux, tranquillement. On voulait donner un coup de semonce au pouvoir en place. Dans notre idée, la suite nous a donné tort, dans notre idée, c'était que si le pouvoir voit tout ce monde rassemblé, peut-être qu'il reculerait. C'est là peut-être qu'on peut nous donner tort, on a eu un mauvais jugement. Et pour tout vous dire, on ne s'attendait pas nous-mêmes à avoir autant de monde. Les gens sont venus et soucieux de la vie des uns et des autres, chaque leader qui a pris le micro a demandé aux gens de rentrer chez eux tranquillement. Oui. Si vous avez les cassettes de cette manifestation... Mais nous avons suivi cette manifestation. Vous pouvez la suivre. Nous voulions que les gens... À ce moment-là, il y avait Christian Perrin qui était à Brazzaville. Ok. Donc nous voulions que les gens rentrent chez nous. Nous ne sommes pas des volontaires ou des gens suicidaires, non. Toutes ces personnes, nous avons été surpris par la masse qui était venue le 27 septembre à la manifestation et on leur a demandé tous de rentrer. Parce que... Vous reconnaissez aujourd'hui que c'était une erreur. On reconnaît aujourd'hui que c'est une erreur. Peut-être qu'on aurait dû demander, mais on ne s'attendait pas non plus à la violence de M. Sassou Nguesso. On ne s'attendait pas à cette violence-là. C'est naïf, vous avez fait confiance à Sassou Nguesso. Mais bien sûr. C'était plus ou moins naïf en vous disant, bon, mais c'est quelqu'un, on est fou. Enfin, mais vous avez toujours des mots. Non, mais c'est une sorte de naïveté, puisque vous le savez très bien. Parmi vous, il y avait des gens qui le connaissaient, qui savaient très bien qu'il n'allait pas lâcher le morceau. Et puis là, il y avait une occasion. C'est ce qu'on vous reproche un peu, si vous permettez, Patrick Mompouya. C'est ce qu'on vous reproche un peu. Je répète, alors. Ce jour-là, il y avait une occasion pour faire partir Sassou Nguesso. Et finalement, chacun est rentré ce soir. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. Allez-y. On a organisé une manifestation. On s'est dit, on va faire un meeting. Lors de ce meeting, vous êtes bien surpris du monde qui a. Non, mais lors de ce meeting, on se dit, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et on a été surpris du monde, et les mots d'ordre qu'on avait préparés n'étaient pas qu'on puisse marcher. Non. On a respecté. Personne n'avait été inspiré à ce moment-là pour dire. Écoutez, si vous avez des fois des inspirations, nous ne les avions pas. Oui. Mais vous avez souvent des inspirations, mais il faut nous le dire. Écoutez, moi, j'étais pas là ce jour-là avec vous dans les mots d'ordre. Nous n'étions pas inspirés. Chaque intervenant a fait son discours. Nous avions le souci que les gens puissent rentrer chez eux, tranquillement. En se disant que voilà, mauvais calcul encore, les Congolais étaient mûrs, peut-être que nous pourrions rééditer ça. Nous n'avons pas pu à cause de la violence du système qui a bastonné les gens, tué les gens et tout ce qu'il faut. Donc c'est un véritable regret aujourd'hui pour vous. On peut le regretter, on peut dire que c'était une erreur, on aurait dû aller jusqu'au bout,
Mais qu'à cela ne tienne, le combat ne s'arrête pas. Le combat ne s'arrête pas, Patrick Montpouillard. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Je veux dire comprendre quelle est la stratégie aujourd'hui de l'opposition, de la prestation. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque tout le discours de l'opposition, c'est toujours avec Sassou, contre Sassou, tout ce que vous voulez, mais quelle est la stratégie aujourd'hui pour dire, voilà, nous envisageons l'après-Sassou, qu'est-ce que vous allez apporter aux Congolais à ce moment-là? Vous parlez de l'après-Sassou ou bien de maintenant pour faire tomber Sassou? Enfin, c'est des questions différentes. Donnez-nous déjà la réponse qui vous conviendrait, si c'est faire tomber Sassou. D'abord, moi je veux parler de l'après-Sassou surtout. De l'après-Sassou? Oui, voilà, après Sassou, qu'est-ce Alors, moi je suis dans la fédération de l'opposition congolaise. Si j'ai une proposition, si notre composante à nous arrive au pouvoir, la première des choses que je veux proposer au chef, au nouveau président, c'est de construire des prisons au Congo. Enfin, Patrick, donc une politique carcérale. Alors, développer une politique carcérale au lieu de donner à manger aux Congolais. Écoutez-moi bien. Allez-y. Il faut construire des prisons au Congo et décréter la tolérance zéro. Une fois que vous décrétez la tolérance zéro, il faut que le Congolais puisse respecter la loi. Il faut éradiquer la corruption. Et une fois qu'il n'y a que la prison qui peut faire. Enfin, la tolérance zéro, ça signifie que parmi vos camarades, beaucoup en répondront. Peu importe. Mais tolérance zéro avec des juges qui vont faire leur boulot. Une fois qu'on a on a décrété la tolérance zéro, déjà il y aura moins de dispersion, les Congolais commenceront à marcher droit. Et une fois qu'ils peuvent marcher droit, on peut, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, mener des politiques qui sont viables. Parce qu'aujourd'hui, avec la corruption qu'il y a, même si vous prenez les réformes de M. Macron ou les réformes de je ne sais pas de quoi vous partez les implémenter au Congo, ça ne marchera pas. Parce que le Congolais a perdu le goût du travail, parce qu'il y a les Yakanokuinoki qui sont là, parce que, des choses comme ça. Donc, première des choses, décréter la tolérance zéro. Une fois qu'on a décrété la tolérance zéro, après, on peut passer à l'agriculture, on peut passer à mener des politiques viables, mais sans ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de penser que le Congo sera viable. Une question d'Elvis Kakou. Qu'est-ce qui empêche à la plateforme Frocade IDC J3M de soutenir clairement le résistant Toumi et de le reconnaître comme étant le bras armé de l'opposition congolaise, capable, avec un peu d'aide, de mettre hors d'état de nuire le sieur Sassou Téli? Alors, implicitement, je ne veux pas le dire, vous savez que M. Toumi est recherché, il a un mandat d'arrêt, donc le dire à Brazzaville, ça serait presque se mettre hors la loi lui-même, soi-même. Mais toujours est-il que dans les revendications que nous mettons en exergue avant un éventuel dialogue, nous reprenons les préalables de M. Toumi. M. Toumi réclame la libération des prisonniers politiques. M. Toumi réclame un dialogue sur l'égide de la communauté internationale. Nous aussi, à la Fédération, nous faisons ça. De toute façon, M. Toumi ne peut pas venir discuter sans avoir un fond politique avec lui. S'il discute tout seul avec le pouvoir comme le pouvoir le veut, ça sera sa mort, parce qu'il admettrait que ce combat, c'est un combat de gangstérisme. Alors que s'il est à côté des hommes politiques, c'est-à-dire avec nous qui soutenons ces revendications, il aura une caution politique et c'est ce qu'il est vraiment. Donc nous ne le disons pas à Brazzaville que voilà, M. Toumi est notre chef ou voilà, parce que c'est se mettre hors la loi de la République, mais dans nos revendications, les revendications de l'opposition congolaise, il y a ce que M. Toumi réclame. Donc ça devrait suffire, monsieur. Voilà. Moi, je ne veux pas dire à votre émission que voilà, je suis un soutien à M. Toumi, je viens à Brazzaville, on va m'arrêter parce que je suis quelqu'un qui est décrété hors la loi. C'est ce qui est que les journalistes juste Fortuné Dombé. Ce qui est arrivé d'ailleurs aux journalistes juste Fortuné Dombé, qui depuis bientôt 1 an n'est pas jugé. Voilà. Donc on ne peut pas dire ce que dit monsieur, je lui réclame un peu de jugeote et de lire ce que disent les uns et les autres. Il nous suit, Elvis Kakou, je pense qu'il a bien compris. Alors il y avait aussi la question de Roland Zaou qui était à peu près dans la même veine. Hein. Quelle lecture officielle de l'opposition concernant la situation du pool et Toumi, je pense? Toumi, vous avez déjà dit, le pool. Le pool, la seule personne qui parle du pool, c'est Mme Mounari à Brazzaville. Les autres veulent aller dans des dialogues compliqués. C'est Mme Mounari qui dit que c'est pas bien ce qui se passe dans le pool. Voilà des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui vivaient de leur culture. Tout d'un coup, on parle au Mali parce qu'il y a un terroriste là-bas. Enfin, un terroriste qui est devenu aujourd'hui, comment on appelle ça, égaré. En France, on voit bien des terroristes. Quand on poursuit les terroristes dans la Nièvre ou je ne sais pas, dans n'importe quelle région, on ne vide pas toute la région des populations. Donc le travail de police pourrait faire qu'on mène des enquêtes
on peut se localiser l'éventuel gangster ou l'éventuel terroriste. Donc c'est un drame humain. Voilà un pays qui crée lui-même les germes de sa propre instabilité et quand l'instabilité est là, n'arrive pas à trouver des solutions. Ça fait plus d'1 an. Je suis certain que l'année prochaine, M. Toumi sera encore là. Au mois d'avril, ça fera 2 ans que le recherche, sans résultat. Et là aussi, on ne change pas à part les éventuels dialogues qu'on veut faire, mais les dialogues traquenards. Oui. On veut surtout l'attraper. Alors, parlant de ces dialogues traquenards, on a vu les sages du pôle, en fait, défiler. Oui, les sages qui n'ont autorité que sur eux-mêmes. Enfin, eux-mêmes, vous avez quand même Monseigneur Milando, vous avez J'ai rencontré Monseigneur Milando plusieurs fois. Lors de la campagne avec Jean-Marie Michel Nkoko, la première personnalité qu'on a vue, c'est Monseigneur Portela à Kinkala. Oui. Je vous assure, M. Makosso, en vous regardant droit dans les yeux, toutes ces personnes-là qui ont été à l'éventuel dialogue avec le président, quand ils sont pris dans l'abri des oreilles indiscrètes, dans l'intimité de leur chambre, et que personne ne les regarde, et que vous leur parlez de ce système-là, du système de M. Sassou Nguesso, ils sont contre. Ils sont contre. Et qu'est-ce qui explique qu'ils viennent comme ça, de bon cœur, à la fin, avec ces rituels qu'on a vus? Je vous parle de la peur. Si M. Milando ne vient pas à l'invitation de M. Sassou Nguesso, on va lui taxer que l'Église se met de ce qu'il ne regarde pas, l'Église prend parti. Et donc, il aura des problèmes. Chez nous, d'ailleurs, on enterre... Enfin, lui, c'est un pasteur, donc il ne peut pas aussi avoir aussi peur que ça. L'Église a déjà donné, on a vu le cardinal qui a disparu, donc oui, justement, ça veut dire que sur cette expérience, en fait, finalement, aujourd'hui... Oui. Chez nous, on enterre les hommes d'Église vivants. Il le sait. Et donc, il a peur. C'est normal. Donc, même les pasteurs... mais c'est la peur qui gouverne le Congo. Je vous le dis, ne vous attendez pas à un chambardement de main ou à une chute du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir ne donne aucun signe de faiblesse. Alors, malgré tous les problèmes que nous avons... C'est ça qui est un peu surprenant, Patrick Montpouillet. On ne voit pas l'opposition capitaliser sur ces différentes crises. Mais l'opposition, c'est vous qui êtes invité. Demain, non, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes invité. Si on devrait parler du Congo, je pense que vos camarades des 5 factions que vous avez résumées ici, vous parlerez d'une même voix. Vous me permettez que je vous interpelle d'abord. Vous, c'est qu'on constate aujourd'hui, la situation sociale est tendue. La situation économique, on en parle en plus. Est très difficile. Alors, or, tout ça, le pouvoir continue à circuler librement, il n'y a pas de problème, alors que certains qui vous regardent en disant mais pourquoi l'opposition n'arrive pas à capitaliser sur, je dirais, cette fronde sociale qui est en train de couler. Oui. Vous croyez qu'au Zimbabwe, les gens ne sont pas déterminés à faire partir Mugabe? Ça fait 10 ans qu'il est là. Et on peut dire qu'au Zimbabwe aussi, les gens ont peur. Vous croyez qu'au Burundi, les gens ne sont pas déterminés à faire partir Nkurunziza? Tous les opposants de Burundi sont dehors. Et je vous parle encore des hommes brillants que nous avons, nous, au Congo. On vous pousse à l'exil, ou bien ils viennent ailleurs, pourvu qu'on les laisse. Donc, nous aussi, je vous l'ai dit, je ne me cache pas, nous avons peur. Je ne suis pas suicidaire. Quand il y a des bandes armées avec des armes compliquées qui sont devant le portail de M. Boao ne va pas dire sortez, passez, moi je vais sortir. Non. Donc nous avons tous peur, nous faisons en sorte que demain on soit encore en vie, parce que si nous disparaissons et si nous allons tous en prison, il n'y aura plus personne pour combattre. Donc nous devons être là. Les autres ne sont pas plus bêtes que nous. Regardez ce qui se passe au Zimbabwe, regardez ce qui se passe au Soudan ou dans les autres pays qui sont dans le même caca que nous. Voilà, peureux de tous les pays, glissez-vous, quoi, en fait, peut-être. C'est pas ce que je dis. Vous êtes provocateur. Alors, non, mais restons juste, j'ai bien compris. Oui, non, mais j'ai bien compris, je vous taquine un peu, Alors, il y a Pierrette Siloa qui pose la question suivante, mais on a quand même déjà répondu Pierrette, mais je vais quand même la lire, comme ça, Patrick Montpouillet compléterait. Vraiment, posez-lui la question. On ne peut pas prétendre rassembler du monde sans informer, sans mobiliser. On revient sur la communication. Nous savons qu'ils n'ont accès ni à la radio ni à la télé, mais ils ont la possibilité de distribuer des messages, des tracts devant les marchés, les églises, les écoles, en tout cas les lieux fréquentés. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais dites quelque chose à Pierrette rapidement. Alors, parce que... Pierrette, s'il vous plaît, oui. Si demain on me voit dans un bus ou au marché de Talanga ou au marché de Total en
en train de distribuer des choses, tout de suite, ça sera droit à la prison. Je serai en prison, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous rapportera de me savoir en prison. Le pouvoir contrôle tout à Brazzaville. Ils ne sont pas là pour s'asseoir ni pour rigoler, mais ils ont même des infiltrés chez nous. Avant que nous ne publions nos messages, ils se retrouvent chez Obara. Donc voilà, le pouvoir contrôle tout à Brazzaville et c'est difficile ce que vous faites de distribuer les tracts dans les églises, dans les marchés ou dans les rues. Néanmoins, nous le faisons. Et vous, la diaspora, vous nous aidez beaucoup avec Internet parce que je peux poster un message d'une cabine téléphonique, enfin d'un cyber, puis ça arrive chez vous ici, et vous le multipliez pour que ça aille à RFI et dans le monde. Je vous dis que c'est difficile. Ou alors, venez vivre notre vie. Venez un peu à Brazzaville, j'y repars bientôt, donc on peut partir ensemble avec Pierrette. Bah voilà, Pierrette, vous avez une invitation pour Brazza, si vous êtes assez courageuse. Voilà. Avec dans les valises de Patrick Eric. Mais c'est peut-être vous qui sauverez le Congo, Pierrette. Ben, sans doute. Alors Patrick, parlons du dialogue. Vous avez posé tout à l'heure la question aussi, un peu en me retournant la question. Quel dialogue voulez-vous faire? Quel dialogue, justement. Nous savons qu'au Congo, il y a eu plusieurs dialogues qui ont toujours échoué. L'opposition aussi a organisé son propre dialogue, qui a peut-être pas bien réussi. Laissez-moi avancer. Oui. Notre dialogue à nous, le Diata, avait bien réussi. Enfin, à la fin, on connaît la fin aussi. Puisque vos amis sont partis, qui n'ont pas respecté les bases sur lesquelles vous étiez entendus dans ce dialogue. Écoutez, il y a eu plusieurs dialogues dans ce pays, dialogue de Diata, dialogue de Subiti, dialogue de Dolizy, d'Evo, ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche jamais? Parce que le PCT, donc M. Sassou Nguesso, vient dans le dialogue avec la première page, l'ordre du jour qu'il veut traiter, et la dernière page, il vient avec les conclusions auxquelles il veut aboutir. Quand bien même on signe les conclusions qu'il a ramenées, il ne les applique pas. Et donc le dialogue ne marche pas. Donc il faut lui demander à lui, au PCT, ou au tenant de ce dialogue-là, quel dialogue il veut organiser. Nous avons notre schéma sur un éventuel dialogue. Libération des prisonniers politiques, la présence de la communauté internationale. Parce que nous pensons que si on fait un truc comme on avait fait en Côte d'Ivoire, le dialogue de Marcoussi, oui. Par exemple, peut-être que ça donnera une caution à la communauté internationale de venir vérifier ce qui se fait. Et d'ailleurs, ça sécuriserait le révérend Toumi quand on leur demande de faire sortir les ninjas dans les couloirs humanitaires. M. Mbanza, Joachim, ne pense plus qu'à ça. Il faut que les couloirs humanitaires, les gens les prennent, mais il oublie un peu les disparus du beach. Et les disparus du beach, on leur veut donner aussi une parole émanant de la même personne, que venez à Brazzaville, il ne vous arrivera rien. Ils ont disparu les 353. Qu'est-ce qui nous dit que si aujourd'hui les gens empruntent les couloirs sécurisés par M. Sassou Nguesso, voilà, que les gens ne vont pas disparaître? Non. Tout ce que nous demandons, nous, à la fédération, c'est que les forces de sécurité, les militaires puissent quitter le pôle. Oui. On ne l'attrapera pas, M. Sassou, en coupant les arbres fruitiers ou en détolant des maisons. Et en détolant des maisons, en coupant des arbres fruitiers, c'est les militaires qui le font. Vous êtes bien informés sur Brazzaville, posez les questions aux déplacés du pôle, ils vous diront que ce sont les militaires qui détolent des maisons et qui coupent les arbres fruitiers. Dans ces conditions-là, on ne peut pas faire un dialogue et M. Sassou ne peut pas sortir de la forêt, puisque c'est un traquenard. Donc, tout ce qu'ils font pour demander aux ninjas de sortir, c'est d'affaiblir Anthony. De dire que voilà, il n'a plus rien, une fois qu'il sera sorti, il n'a plus personne, et avoir des informations. Donc ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je demande, dialogue oui, mais quel dialogue? Si on fait le dialogue à la Sassou, ça ne marchera pas. Si on fait le dialogue comme l'exige la Fédération de l'opposition congolaise, M. Moukoko a le droit de participer à ce dialogue, M. Ntoumi a le droit de participer à ce dialogue, tous les prisonniers ont le droit de participer, et même les diasporas a le droit de participer à ce dialogue. Là, on pourrait peut-être arriver à quelque chose de convenable. Voilà tout ce que je dis. N'oublions pas que tous les conflits se finissent toujours autour d'une table. Donc se battre, ça n'a pas de sens. Même les FARC en Colombie, après 50 ans, ils sont arrivés sur la table de négociation et ils ont négocié et aujourd'hui c'est appliqué. Donc le conflit congolais, il faut qu'il finisse autour d'une table, mais quel dialogue? Pas le dialogue de M. Sassou Nguesso. Voilà tout ce que nous disons. Voilà, pas de dialogue de Denis Sassou Nguesso. On arrive à la fin de cette émission. Patrick Eric Mampouya, est-ce que vous auriez un dernier mot? Parce que ce n'est pas votre dernière émission, mais c'est quand même
la première que vous fassiez depuis que vous êtes à Paris. Je vous ai rencontré il y a quelques jours lors de la manifestation, mais c'était assez sommaire. Aujourd'hui, déjà, quel est le message que vous voulez passer d'emblée, puisque vous vous recevrez encore d'ici là, quel est le message que vous voulez faire passer à la diaspora? Alors, le message que je veux faire passer justement à la diaspora, c'est que diaspora congolaise, unissez-vous. Vous êtes les meilleurs des Congolais. Les plus brillants des Congolais, je l'ai démontré tout à l'heure, dans tous les pays du monde, ce sont les meilleurs qui arrivent à avoir des bourses, qui arrivent à sortir, à traverser les frontières, qui arrivent à partir. Ce qui ne veut pas dire qu'au Congo, il n'y a pas de gens brillants, je le répète. Donc, vous êtes les meilleurs de notre pays, unissez-vous pour être efficace à l'image du CRIF, de l'ENP ou des autres groupes de pression qui existent. Tant que vous serez comme ça, disparates, une association, une personne, 2 personnes, une association, 3 personnes qui se luttent tous, chacun de son côté pour le Congo, vous n'êtes pas efficace et vous vous neutralisez. Moi, je vous l'ai dit et je le redis en fin d'émission, j'ai trouvé un jeune homme ici à Paris qui est très brillant, on l'avait d'ailleurs écouté à Brazzaville, qui s'appelle André Ngombe. Pourquoi ne pas vous unir autour de ce monsieur qui est très très brillant pour porter la voix du Congo le plus haut possible? Est-ce que vous imaginez qu'en disant cela, vous allez créer aussi des inimitiés parmi les mais gens je de ne sais la pas diaspora pourquoi. qui estiment... Mais alors, qu'est-ce qu'ils estiment? Continuez à faire ce que nous faisons. Si c'est autour de Ouabari qu'il faut se mettre, mettez-vous autour du Ouabari, mais arrêtez cette myriade d'associations. Ouabari, pour vous, aujourd'hui, Ouabari pourrait encore avoir toute l'énergie nécessaire pour mener ce combat-là. Si c'est pas Ouabari, prenez Andrea. Je ne sais pas si c'est pas Andrea. Cherchez un bonhomme ici. Mais il y a des gens brillants, des Congolais brillants ici dans la diaspora. Pourquoi vous ne voulez pas constituer des groupes de pression qui seront efficaces? Demain, je suis certain, si on continue comme ça, on va accuser M. Macron. Que M. Macron, c'est lui qui a vendu le Congo, comme on a vendu comme M. Hollande. Mais arrêtez, hein? Pour terminer, Patrick Mpuya, vous avez beaucoup parlé au Tassima Diala, vous avez parlé M. Kolela, plus ou moins. Pour vous, il reste plus ou moins un peu plus potable le Tassima Diala par rapport à... Non, toute l'opposition, même disparate, nous sommes du même camp. Nous sommes des opposants. Je vous le redis, nous avons des lectures différentes et des stratégies différentes pour parvenir à ce qu'on veut. Et je suis certain que M. Tassima Diala veut un autre Congo, que celui... Parfait Kolela aussi. Parfait Kolela veut un autre Congo, que Mathias Ndon veut un autre Congo. Nous voulons tous un autre Congo où tous les enfants du Congo pourraient se réunir, vivre ensemble et être heureux, trouver des stratégies pour développer notre pays. Et nous sommes convaincus de ça. Le moment venu, s'il y a un événement qui fait que nous puissions être ensemble, nous serons ensemble. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui fait qu'on puisse se mettre à la table les uns avec les autres et discuter avec... parce que nous avons des lectures différentes, je l'ai dit, et des stratégies différentes. Ce qui est sûr, vous n'allez pas effacer les numéros des uns des autres. Vous les gardez au chaud. Nous avons les numéros des uns des autres. Au moment venu, vous vous appellerez. Il n'y a pas longtemps, depuis Paris ici, j'ai appelé le président Jean Itadi pour lui dire que dès que je veux retourner, il faut qu'on se rencontre. C'est un élément important du collectif de l'opposition, président du CAP. Et on se rencontre, on se parle. Seulement aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord sur la stratégie à mener. Donc ça ne sert à rien de mettre des torchons et les serviettes. Voilà. Ensemble. Entre-temps, ça peut continuer à régner. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Mais ne faites pas des conclusions aussi hasardeuses. Mais c'est pas possible. Nous avons la diaspora. L'association va changer demain. Oui. Nous avons la diaspora qui nous aide. Aujourd'hui, il y a le FMI qui travaille pour nous. Le FMI fait que, du fait qu'il n'a pas donné l'argent qu'il fallait, le pouvoir est en... et ils regardent partout. Donc, pouvoir payer les salaires, ils vous disent, mais voilà, malgré tout... Oui, pendant combien de temps ils vont payer les salaires? Vous êtes un monsieur très informé, n'essayez pas de prêcher le vrai pour savoir le vrai. Donc on sait que le pouvoir est aux abois, et que pendant que nous sommes là, il y a des gens qui travaillent, il y a des forces qui travaillent, et tout ça, ça concourt à ce que demain le Congo soit ce que nous rêvons tous qu'il soit. Patrick Mpuya, merci. Je vous remercie beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cette émission. C'est la première de la deuxième saison de 100% direct. Vous savez, c'est votre émission. Tous les dimanches, désormais, vous aurez face à vous quelqu'un qui viendra défendre
une actualité très importante. C'est une émission interactive. Merci à vous tous qui avez pris le soin de participer, surtout de suivre. Merci à toute l'équipe de Ziana TV, Hermine Goma, Bedel Baona, Anthony Mouyungi, sans oublier Noko Kumunga Koso. Merci à notre invité. Vous l'avez vu aujourd'hui, mais vous le reverrez encore puisqu'il est là pour le temps des soins. Et nous aurons aussi des nouvelles de sa santé. Si en revenant ici, il se sent mieux, est-ce que après avoir retrouvé la santé, repartira-t-il au Congo? Il nous dira sans doute. J'ai mon billet retour, donc il n'y a pas la peine, c'est pas possible que je le perde. Voilà. Surtout fauché comme je suis, oui. Je ne peux pas balancer comme ça dans l'eau mon billet retour. Je repartirai à Brazzaville, les gens m'attendent, puis notre pays manque de combattants. Il faut aller donner la main à ceux qui combattent là-bas. Très bien, il est temps de libérer le combattant. Merci encore à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir. Au revoir à vous.